السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات. مرحبا بكم مرة أخرى في فضاء علوم الحياة والأرض هو فضاءكم. Donc bienvenue dans l'espace des sciences de la vie et de la Terre. Aujourd'hui donc nous allons essayer de réviser quelques notions de cours, mais en partant d'un exercice qui a déjà été proposé, les épreuves de baccalauréat, les éditions précédentes. Aujourd'hui j'ai choisi pour vous l'exercice numéro 4 de la session de rattrapage, session 2016, filière sciences physiques. L'exercice portait sur le thème de la géologie, donc les phénomènes géologiques accompagnant la genèse des montagnes. Pour commencer, voilà les données telles qu'elles ont été posées. Donc, pour étudier certains phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes, on propose l'exploitation des données suivantes. Vous avez donc devant vous le document 1. Dans la figure A, vous remarquez que c'est une carte géologique simplifiée d'une région de la chaîne alpine franco-italienne. Et vous y remarquez donc deux marges en affrontement, la marge européenne et la marge africaine. Et le document B indique comme une coupe géologique qui a été réalisée dans la même région. Rappelez-vous que la coupe géologique, il nous permet de voir un petit peu les roches en profondeur. La première chose qu'on vous avait demandé, c'était de relever du document les indices en faveur de la fermeture d'un océan et des indices en faveur de l'affrontement de la plaque africaine avec la plaque européenne. C'est tout à fait évident. التلميذ غادي يكون ديجا عنده درايه بمختلف المؤشرات اللي كيمكن تعبر ليه على جزء من التاريخ ديال السلسله الجبليه غادي يكون قراه. On ne cherche pas l'inconnu. Le plus important, c'est essayer d'être beaucoup plus attentif, les observationnels, pour repérer tous les indices qui, normalement, tu es censé devoir connaître. Alors voilà, si on rappelle le document posé, alors rappelez-vous donc, il a Choutoumzien, si vous observez bien la légende, vous remarquez là et là, on remarque donc la présence des ophiolites. Et la présence d'ophiolites au niveau de la suture entre les deux domaines africains et européens, elle est en faveur de la fermeture d'un océan ancien séparant les deux plaques. علاش كنعتبروا les ophiolites comme étant donc les vestiges d'un ancien océan. Et là, pour un petit peu rafraîchir votre mémoire, voilà, vous êtes là devant donc une dorsale océanique. Et vous allez remarquer que la sténosphère, et vous avez là l'isotherme 1300 qui marque la limite entre le manteau asténosphérique et le manteau lithosphérique que voici. Voilà. Rappelez-vous que aussi bien le manteau lithosphérique que le manteau asténosphérique, ils sont formés essentiellement de la péridotite. Seulement la péridotite au niveau de la sténosphère, comme elle est ductile. Et sa ductilité fait qu'elle est soumise donc à des mouvements de convection suite à ce flux thermique. هذاك le flux thermique, dès que la chaleur qui provient des profondeurs, كتسبب في صعود l'asténosphère. L'asténosphère, il va remonter. Et vous savez tous très bien qu'à partir d'une certaine profondeur, il y aura formation d'une chambre magmatique. La chambre magmatique qui est la conséquence directe de la fusion partielle de cette péridotite asténosphérique qui a quand même subi une montée par le flux thermique par convection. Rappelez-vous que la convection, c'est le déplacement de la chaleur avec le déplacement de la matière. La chambre magmatique, il va générer donc des roches au niveau du rift. D'abord un basalte et le reste du magma va être soumis à une cristallisation fractionnée qui va donner des roches telles le gabbro. Et vous êtes là au niveau du manteau lithosphérique qui est composé de la péridotite. Le tout est couvert par des sédiments. Voilà donc en fait ce qu'on considère un complexe ophiolitique. Alors vous constatez que les ophiolites effectivement, ou l'ophiolite est donc représentative de lithosphère océanique. Et par conséquent, sa présence au niveau d'une chaîne alpine est une preuve de la fermeture d'un océan. C'est en fait les restes d'un ancien océan qui séparait le continent africain du continent européen. La deuxième chose, la première question, c'est repérer les indices en faveur de l'affrontement de deux plaques. Voilà, je vous rappelle donc les deux documents. Il est choutoumzien à ce niveau-là, voilà. Vous remarquez la présence de chevauchement.
Alors la présence de déformations tectoniques telles les chevauchements, les plis, les failles inverses sont des indices en faveur d'un affrontement entre les deux domaines. Car il faut bien que l'affrontement il engendre des forces compressives qui vont entraîner ce type de déformation tectonique. Comme le chevauchement, voilà, vous avez là un chevauchement. Même si dans le document on ne cite ni les failles inverses ni les plis, mais rappelle-toi qu'un chevauchement survient suite à un déplacement d'un bloc sur un autre et que ce déplacement est associé généralement à un contact anormal comme une faille inverse qui survient au niveau d'un pli. Et dans le chevauchement, le chevauchement, c'est un bloc où il se déplace sur un autre bloc, c'est une rupture. Donc il faut nécessairement une fracture, donc une faille. Donc le fait d'observer le chevauchement, ça nous donne le droit effectivement de parler aussi de plis et de failles inverses. Les plus importants, c'est que le type de déformation tectonique sont l'œuvre de forces compressives caractéristiques des zones de confrontation entre deux plaques lithosphériques. C'est bien qu'on peut s'en servir comme argument en faveur de l'affrontement entre le domaine européen et le domaine A. On continue sur la suite de l'exercice. On vous rappelle qu'en plus de ces index déjà rencontrés, au voisinage des ophiolites de la région étudiée, on constate l'affleurement d'autres roches de type métamorphique. Voilà en fait comme 5 échantillons, on a récolté 5 échantillons et vous avez là donc la composition minéralogique de ces 5 échantillons. Alors la question, les canaux, c'est tout simplement de comparer la composition minéralogique. D'abord comparer entre l'échantillon E1 et l'échantillon 2, ensuite entre l'échantillon 3 et l'échantillon 4, et l'échantillon 4 et l'échantillon 5. C'est 0,5 pas pour toute comparaison vraie, juste. Et bien sûr, tout simplement savoir que la comparaison, c'est citer les choses communes et les choses qui distinguent un échantillon d'un autre. Alors, il a par exemple ben E1 et E2. Vous allez remarquer facilement qu'il possède tous les deux le pyroxène et le plagioclase. Donc, si tu es incapable de faire une telle observation, c'est que tu n'as pas le sens d'observation scientifique. Ou bien, tu ne sais pas ce que veut dire comparer. Par contre, il a E1, il contient l'hornblende. Ce minéral n'existe pas en E2. Par contre, E2, il contient l'épidote et il ne contient pas l'hornblende. Ça veut dire que l'hornblende présent dans E1 disparaît dans E2 avec apparition de l'épidote. Voilà ce qu'il fallait tout simplement observer. On aura fait la comparaison. Déjà qu'il y a un point commun, okay, des points qui distinguent chaque échantillon l'un de l'autre. Entre E3 et E4, la même chose. Remarquez qu'ils partagent juste le plagioclase et le glucophane. Voilà. E3 comme E4 renferment du plagioclase et du glucophane. Par contre, il est tu observes facilement que E4 contient du glucophane du grenat et de la jadite. Par contre, il est dépourvu de pyroxène présent dans E3. Donc, notez la disparition de l'épidote et du pyroxène dans E4 avec apparition de grenat et jadite. Et là, E4 et E3, vous allez remarquer là encore la disparition d'elle. Remarquez la disparition du glucophane, du grenat et du jadite, mais l'épidote et l'hornblende avec bien entendu la présence de plagioclase en tant que point commun. Donc ce qu'ils ont de commun, c'est le plagioclase. Par contre, il y a par contre apparition de l'hornblende et de l'épidote. Bien sûr, il est tout à fait normal que l'objectif le fait de relater les échantillons, c'est se servir des indices pétrologiques pour essayer de nous rapprocher encore un peu plus de ce contexte alpin. Le reste de l'exercice, donc, des géologues ont remarqué la présence d'une grande ressemblance dans la composition chimique du gabbro et des échantillons rocheux étudiés. Et le document 3 il traduit le trajet d'évolution du gabbro et l'emplacement de ces échantillons rocheux sur ce même trajet. La question est telle que, alors, déterminer les conditions de pression et de température régnantes lors de la formation du gabbro et des échantillons U3 et U4, et puis déduisez le type de métamorphisme responsable de la formation de ces deux échantillons U3 et U4.
Déjà, il faut noter que le gabbro et les échantillons étudiés ont une ressemblance à la composition chimique. Maintenant, la composition chimique, il nous renseigne surtout sur l'origine des roches. Et quand des roches partagent une même composition chimique, malgré une différence minéralogique, c'est que tout simplement, ils ont la même origine. Cependant, ils se sont formés dans des conditions différentes. Alors, quelles sont les conditions de la formation du gabbro? Voilà, c'est très simple. Quand on dit conditions, on a droit à les conditions de température et de pression. Donc, on va dire l'escat, tout simple. Là, comme le gabbro, si vous faites la projection flax des températures, vous tombez sur une température avoisinant les 950. En réalité, la correction est à 1000. Mais on a la projection moins 2000. On a admis la correction, on a admis un écart d'erreur de plus ou moins 20 degrés. Il a donné l'escate d'abord l'axe de les pressions. Vous tombez sur une pression de 3 kilobar. Voilà, donc il fallait comment se servir d'un tel document. Mais l'échantillon 3, vous faites la même chose. L'échantillon 3, donc on a une projection sur l'axe des températures pour rien. Donc nous lisons une température de 300 degrés. À la pression, nous lisons une pression de 9 kbar. L'échantillon 4, la même chose. Remarquez donc une température avoisinant les 670 degrés et la pression avoisinant les 11 kbar. Donc en réalité, de telles questions ne nécessitent que tout simplement d'être méthodique dans la projection, essayer donc de déterminer les conditions de température et de pression pour chaque roche. L'autre partie de la question, il y a la déduction. Alors là, s'il vous plaît, donc, nous en train de faire une comparaison, ou là, essayer de déterminer les conditions à partir d'un document, c'est que nous avons غير مهارات عملية. Mais ملي كنوصلوا la déduction ou l'explication, l'interprétation, il faut nécessairement avoir un acquis. Si on n'a pas un acquis, c'est-à-dire des connaissances préacquises, on aura du mal à donner un sens au résultat calculé ou au résultat obtenu. Donc, d'abord savoir que le métamorphisme, c'est un ensemble de transformations minéralogiques à l'état solide, sous l'effet de la température et de la pression, mais en fait, on distingue 3 types de faciès métamorphiques. Un métamorphisme thermodynamique associé généralement à la collision, mais c'est aussi un métamorphisme régional. Un métamorphisme dynamique haute pression, basse température associé au contexte de subduction. Et finalement, un métamorphisme thermique, basse pression, haute température, associé justement au plutôt intrusif, plutôt granitique intrusif. Donc, il a un déchet de mélomates, j'aurais du mal à déduire à partir des mesures que j'avais faites tout à l'heure. Donc, si je vous rappelle un petit peu l'échantillon U3, remarquez que les conditions de température sont quand même basses, 300 degrés c'est une basse température, mais une pression par contre assez élevée, 9 kbar, donc c'est quand même une pression qu'on ne retrouve que dans des profondeurs dépassant les 40 km. Donc pour l'échantillon, les conditions de formation sont haute pression, basse température, et par conséquent, ça me ramène le métamorphisme dynamique. Par contre, l'échantillon 4, remarquez quand même, la température de 670 avait une pression de 11, donc remarquez que température et pression élevée, il s'agit donc d'un métamorphisme thermodynamique. La question 3b, en se basant sur les données précédentes et vos connaissances, déterminez les deux phénomènes géologiques responsables de la formation de chacun des deux échantillons, E3 et E4. Il est évident effectivement que nous sommes là devant deux phénomènes, parce que l'un a eu comme conséquence donc une forte pression et une basse température, l'autre par contre une pression et une température assez élevée. Donc si je vous rappelle que les indices pétrologiques sont un bon indicateur qui nous renseigne sur l'histoire de la roche et donc sur l'histoire du contexte géologique auquel cette roche appartient. Les roches métamorphiques donnent de précieux renseignements sur les conditions de température et de pression à partir des minéraux index dialogue. Donc il a le métamorphisme haute pression basse température qui est là. C'est un métamorphisme qui nous rappelle un petit peu le contexte de subduction.
car les matériaux qui subductent sont froids. Et donc, à ce niveau, on note une anomalie thermique négative. C'est le seul contexte géologique, le gradient géothermique un peu spécial. La température, il augmente très faiblement. Par contre, la pression est sur son cours habituel. Par conséquent, donc, le phénomène à l'origine de l'échantillon 3 est donc la subduction. Donc, remarquez que le faciès métamorphique d'E3 est tout à fait concordant avec le contexte de subduction. Lors de la collision, suite au chevauchement et à l'empilement d'unités chevauchantes, ceci entraîne un surépaississement de cette croûte. L'enfouissement des roches entraîne une augmentation de la température et de la pression, d'où un métamorphisme thermodynamique. Et par conséquent, l'échantillon E3, E4 nous ramène le phénomène de collision. Voilà la dernière question. Rappelez-vous, la dernière question généralement d'un tel exercice, c'est une question de synthèse, où il est question donc d'exploiter et de mobiliser toutes vos réponses. Donc à partir de vos réponses précédentes, déterminez les étapes de formation de la chaîne alpine franco-italienne. Voilà, si je vous rappelle un petit peu que le déplacement de la plaque africaine vers la plaque européenne entraîne la disparition progressive d'un ancien océan, par subduction d'abord, ce qui explique la présence de roches métamorphiques de type de ce phénomène. Je parle notamment de l'échantillon 3. Dans un deuxième temps, la fermeture de l'océan suite à cette confrontation après l'arrêt de la subduction, parce que la subduction, bien entendu, à un certain moment, le moteur de subduction n'existant plus, la subduction va s'arrêter. Une partie de la tursure océanique n'ayant pas subduqué reste bloquée au niveau de la suture, ce qui explique l'affleurement de cette suture, conséquence d'une obduction. Et puis finalement, la troisième étape, la collision des deux domaines africains et européens, ce qui explique la présence de structures tectoniques comme les chevauchements, les plis, les failles inverses. Donc finalement, on a l'étape 1, c'est une étape de subduction, puis l'obduction et en fin de compte, la collision. Voilà, j'espère avoir été d'une utilité et à la prochaine, Inch'Allah.